Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Haute instruction royale pour la mise en service de 9 centres sociaux réalisés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, des programmes de lutte contre la précarité et la marginalisation sociale et des actions médicales aussi. On fera le point dans quelques instants avec la directrice communication de la Fondation, l'invité de ce journal. Gazoduc Maroc-Nigeria, le Maroc et ses partenaires accélèrent la cadence et signent un mémorandum d'entente avec la CEDEAO. Les parties signataires voient grand. Une fois achevé, le gazoduc Maroc-Nigeria fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il permettra également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe. À suivre également, immersion dans un univers coloré et empreint d'histoire, celui des aborigènes d'Australie. Leur art est ancestral, il est actuellement mis en avant à Rabat, une exposition qui donne à voir des créations venues tout droit de la Maïngrida au nord de l'Australie. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que le chef du gouvernement, Aziz Ernouch, a représenté aujourd'hui Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président angolais réélu, João Manuel Gonçalves Lourenço. La cérémonie d'investiture a eu lieu sur la place de la République dans la capitale Luanda. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président angolais à l'occasion de sa réélection. Dans ce message, le souverain exprime aussi sa considération des liens d'amitié et de fraternité africaine unissant les deux pays, réitérant sa détermination constante, c'est cela, à œuvrer de concert avec le président angolais afin de renforcer les relations bilatérales sur la base du respect mutuel au service des intérêts des deux peuples frères. Sa Majesté le roi Mohamed VI, président de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, donne ses hautes instructions pour que les centres réalisés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité démarrent leurs activités d'accueil. Instruction royale également pour une prise en charge socio-médicale en faveur des populations des milieux défavorisés. Les développements tout de suite en compagnie d'Iman Ablo. Une nouvelle marque de haute sollicitude royale envers les populations vulnérables. 9 nouveaux centres relevant de la Fondation Mohamed V pour la solidarité verront le jour sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui interviennent quelques mois après l'ouverture en février, toujours sur haute instruction royale, d'une première vague de 11 nouveaux centres à travers le royaume. Cette seconde vague concerne 9 nouveaux centres répartis dans 9 villes. Tanger, Oujda, Fès, Jarada, Salé, Rabat, Témara, Casablanca et Médiouna. Tous initiés par la Fondation dans le cadre de ces programmes liés notamment au renforcement de l'offre publique d'infrastructures sanitaires, à l'intégration socio-éducative des populations vulnérables et à l'insertion économique des jeunes démunis par la voie du soutien à la création de très petites activités économiques. Il s'agit principalement de projets qui relèvent de 3 programmes importants de la Fondation dans le domaine de la santé et de la prise en charge socio-médicale. Le programme d'envergure des centres médicaux de proximité, le programme des structures médicales spécialisées, tous deux lancés en 2016, et le programme national de lutte contre les conduites addictives, lancé en 2012. Un nouveau centre médical de proximité ouvrira ainsi ses portes à Témara, ce qui portera à 5 le nombre d'unités opérationnelles sur les 12 prévues. Quant au programme des structures médicales spécialisées, il sera renforcé par un nouveau centre d'hémodialyse à Fès, ainsi qu'un centre de réhabilitation psychosociale relevant du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Pour ce qui est du programme national de lutte contre les conduites addictives, il sera renforcé par 2 nouvelles unités qui entameront leur activité à Qaryat Ouled Moussa à Salé et à Mroura à Tanger, portant à 14 le nombre de centres d'addictologie réalisés par la Fondation sur le territoire national. Concernant les autres projets, ils relèvent d'une part des interventions de la Fondation en matière de lutte contre la précarité et d'autre part du soutien à l'insertion économique des jeunes issus des milieux défavorisés à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Il s'agit du centre social pour l'accueil des personnes âgées de l'Haraouine à Médiouna, du centre d'animation artistique et culturelle de Salé à Tabrikt et du centre de qualification de la femme à Jarada. Ajoutez à cela le centre des très petites entreprises solidaires d'Oujda qui vient renforcer la plateforme nationale de ces centres, déployés au niveau de Casablanca
et Fès. Et pour en parler plus longuement, avec nous sur le plateau, la directrice communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, Madame Sana Dardir, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelques mois après le lancement de 11 nouveaux centres répartis sur plusieurs régions du Royaume, cette fois-ci, une seconde vague est annoncée, avec cette fois-ci 9 centres. Quels sont tout d'abord les programmes, on va dire, les principaux programmes qui en découlent déjà ? Donc oui, effectivement, comme le reportage l'a montré, c'est sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI que ces centres ont été, en tout cas, vont ouvrir prochainement leurs portes dans les jours à venir, sachant que ces centres ont été initiés sous l'impulsion de Sa Majesté et réalisés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui intervient donc en matière de lutte contre les effets de la précarité à travers plusieurs domaines d'intervention. Et ce qu'on retient justement sur ces 9 centres, c'est qu'il y en a 5 qui relèvent du domaine lié à la santé. Alors c'est un domaine d'intervention qui est quand même assez prioritaire en termes d'activité pour la Fondation, en termes d'investissement, mais c'est surtout par rapport à ces objectifs. Si l'on prend justement l'exemple du centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité, eh bien, il rentre dans le cadre d'un programme d'envergure qui a été conçu sous la volonté de Sa Majesté à partir d'une problématique qui avait été constatée sur le terrain, c'est l'éloignement des populations par rapport aux grands centres hospitaliers, donc qui sont dans les grands centres urbains, dans les grandes villes. Donc une offre de santé de proximité. Voilà, absolument. Donc des structures quand même qui sont assez importantes. C'est un réseau en fait intermédiaire qui a été vraiment imaginé par Sa Majesté dans la mesure où il s'agissait de créer un réseau de structures semi-hospitalières qui intègrent une offre de soins complète, donc qui faciliterait l'accès, parce que ces centres-là sont, et pour ceux qui sont à venir, sont implémentés en fait dans des agglomérations à forte densité démographique, mais qui sont éloignées des centres hospitaliers. Et l'intérêt, c'est que au sein même de ces centres-là, dans un seul et même lieu, donc il y a une offre complète qui intègre les services d'urgence, un pôle mère-enfant, les services de consultation et de soins des maladies chroniques, la biologie, la radiologie et surtout un hôpital du jour, donc qui permet des interventions chirurgicales et évidemment l'accompagnement donc des personnes qui suivent les soins. Donc le centre, le CMP Fondation Mohamed V pour la solidarité de Tmara et la quatrième structure en fait, la cinquième structure pardon, qui va ouvrir ses portes sur un réseau de 12 centres qui sont implémentés à travers tout le royaume, donc dans les grandes villes, notamment donc Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, et ceux qui sont à venir seront situés au niveau des villes d'Agadir et de Marrakech. Donc très bien, il y a ce volet médical, vous le disiez, cette offre de soins et de santé de proximité, mais il y a aussi, vous le disiez tout à l'heure, des actions solidaires pour la lutte contre la précarité, pour le soutien à des jeunes qui sont issus des milieux défavorisés. Absolument. Et tout cela, ça passe d'abord par la culture, un vecteur clé. Et dans ce sens, on peut par exemple discuter, parler, mettre les projecteurs, les braquets sur ce travail remarquable, formidable, réalisé au Centre d'animation culturelle de Salé Tabrekt. C'est cela? Alors oui, effectivement, c'est un centre qui est assez intéressant. D'abord, c'est le premier qui voit le jour au niveau de Salé Tabrekt, avec un investissement qui est assez important. Mais l'intérêt de ce centre, c'est que, bien sûr, il se trouve dans le quartier. Et au cœur du quartier. Voilà, au cœur du quartier de Tabrekt, mais aussi au cœur de la culture de Salé. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il va donner accès, il n'a pas encore ouvert ses portes, il va donner accès à un certain nombre de pôles d'activités, de métiers aussi professionnels, artistiques, à la fois modernes et traditionnel, donc tout ce qui a trait au théâtre, à la danse, au chant, mais aussi aux métiers nouveaux, donc qui passent à travers les studios sonores, la composition artistique, la chorégraphie, avec aussi un volet qui est assez particulier, c'est qui permettra aussi aux jeunes de se retrouver avec les arts ancestraux, en tout cas les arts traditionnels marocains, puisqu'ils prévoient des ateliers et des formations aussi pour
les jeunes en matière de reliure des anciens livres ou bien de rénovation des instruments musicaux traditionnels ou encore la calligraphie. Donc c'est des métiers quand même qui sont un petit peu en déperdition, mais l'intérêt aussi de ce genre de structure, c'est à la fois de servir de plateforme d'expression, qu'elle soit artistique ou autre, et de chercher aussi des talents, de chercher des vocations pour pouvoir justement les mettre, leur permettre de s'exprimer pleinement et de pouvoir construire aussi un projet professionnel sur la base des arts et de la culture. Donc il y aura aussi tout un travail de promotion, on va dire, de la conception de projets artistiques que ces jeunes pourront monter et présenter au grand public. Donc s'exprimer autrement en étant à la page de leur époque et puis sans oublier les racines, l'héritage culturel. Absolument. Donc, et ça sera justement une plateforme qui va permettre de présenter ces travaux au grand public, puisqu'il y a aussi toute l'infrastructure disponible en la matière, donc un grand amphithéâtre, une grande salle, évidemment. Qu'il y ait du partage, de la visibilité pour ces jeunes et puis pour les autres, que tout le monde puisse en profiter. Absolument. La Fondation Mohamed V pour la solidarité, Madame Darder, c'est des actions, on le disait, initiées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, mais c'est aussi un travail, une mutualisation des efforts, une synergie avec vos différents partenaires, à savoir le ministère de la Culture, le ministère de la Santé, de la Jeunesse, pour ne citer que cela. Parlez-nous de ces efforts justement qui font aboutir finalement à des projets de grande envergure, solidaires, avec cette veine humaine, humaniste et solidaire. Bien sûr, parce que tout le travail de terrain qui est accompli par la Fondation, il se fait à travers les partenaires, à travers le concours en tout cas de toutes les forces, de tous les intervenants qui prennent part au travail de solidarité, mais avec un objectif précis, c'est celui de l'inclusion socio-professionnelle, donc des populations démunies. Et cela, évidemment, fait appel à plusieurs domaines d'intervention, à plusieurs expertises. La Fondation, elle, son expertise, c'est le travail humanitaire, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est la conception de projets sous l'impulsion de Sa Majesté, mais évidemment, pour les faire vivre, ça passe par le travail de collaboration avec, que ce soit les partenaires publics et privés. À titre d'exemple, sur ces 9 centres qui vont justement ouvrir leurs portes, disons qu'il y a tous les centres qui sont liés au domaine de la santé, donc ces centres-là, évidemment, il y a la partie financement, je tiens quand même à le préciser, sur ces centres-là, c'est les conseils régionaux, les conseils préfectoraux qui interviennent, ou en tout cas qui concourent au financement de ce type de projet, parce que c'est quand même des investissements assez importants. Il y a évidemment le ministère de la Santé qui intervient dans l'équipement, mais surtout dans le fonctionnement, dans la gestion, parce que la santé, c'est un métier particulier, donc forcément ce sont les effectifs de la santé publique qui vont permettre de gérer ce type de structure. Il y a le ministère aussi de la jeunesse, de la culture et de la communication qui va intervenir au niveau du centre de Salé. Mais il y a également les associations locales, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, qui interviennent également avec nous dans la gestion des structures et évidemment avec le concours, l'accompagnement des walis, des gouverneurs des différentes régions où les centres sont implémentés. Une mobilisation tous azimuts. Merci beaucoup, Madame Darder, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Merci beaucoup. Gazoduc Nigeria-Maroc, un important projet qui trace son sillon. Un mémorandum d'entente tripartite a été signé aujourd'hui à Rabat. Les signataires, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc. Une fois mis en œuvre, le gazoduc Maroc-Nigeria alimentera en gaz l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et pas que. Le Maroc et ses partenaires voient grand et visent l'Europe aussi. Zakaria Moukimbillah et Boubkar Belkhabret. Le gazoduc Maroc-Nigeria poursuit son chemin vers la concrétisation. Ce mémorandum d'entente vient confirmer l'engagement de la CEDEAO et l'ensemble des pays traversés à contribuer à la faisabilité de ce méga chantier. Une fois achevé, il fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et permettra une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe.
Nous sommes heureux de collaborer avec l'ONIM depuis 4 ans déjà. C'est un grand moment de signer aujourd'hui ce mémorandum. La CEDEAO supporte ce chantier. C'est le cas aussi pour tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que le projet sera livré à temps et offrira de nouvelles opportunités à nos pays. Ce projet de gazoduc permettra aux pays bénéficiaires d'accéder à l'électricité et à l'énergie durable, de développer l'économie et le climat social dans la région. Les pays traversés pourront développer leurs capacités minérales et industrielles. Le gazoduc offre également une opportunité pour l'export à l'étranger. Nous savons combien l'Europe a besoin de ce produit. Des retombées économiques considérables sur la région et une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement. Le gazoduc Nigeria-Maroc répond à un véritable besoin des pays africains en la matière. Nous avons un grand déficit en moyens de production. C'est une grande aubaine ce projet. Et parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, notre demande d'électricité, on ne couvre ça qu'à 60%. Nous avons un taux d'accès très faible, à peine à 50%. Et donc, quand ce projet va se réaliser, c'est vraiment un moyen de faire face au déficit énergétique dans la région. Lancé en 2016 à Abuja par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérian Muhammadu Buhari, le gazoduc Maroc-Nigeria sera réalisé en plusieurs phases sur une durée de 25 ans. Il longera la côte ouest africaine depuis le Nigeria jusqu'au Maroc, en passant par 13 pays africains. Cap à présent sur Tanger pour parler industrie automobile. La ville du Détroit s'impose comme un hub de production et d'assemblage de voitures. Le groupe Renault, par exemple, vient d'y célébrer ses 10 ans, une décennie de succès et plus de 2 millions de véhicules produits pour un total de plus de 70 destinations à travers le monde. Saïd Najeh pour les détails. Inaugurée en 2012 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, elle est le fleuron de l'industrie automobile marocaine. L'usine Renault Tanger a fait entrer le Maroc de plein pied dans le club des grands pays constructeurs d'automobiles. L'usine Renault Tanger est le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le roi. Une plateforme automobile de renommée internationale, l'usine produit le plus grand nombre de voitures vendues en Europe. C'est un partenariat réussi. La filière opère également à pas sûr sa transition vers l'électrification et la mobilité durable. 10 ans de production pour plus de 70 destinations à travers le monde. Plus de 2,3 millions de véhicules ont été fabriqués depuis 2012. Journée très importante. Je me souviens en 2009 quand je suis venu sur ce site, il n'y avait pas une usine, à valider l'implantation de cette usine. Et après, en 2022, 10 années plus tard, on voit qu'on a construit un icône de l'industrie automobile au Maroc, le fleuron de ce pays, que c'est l'usine de Tanger, et c'est un icône aussi de l'industrie automobile en Afrique. Le premier véhicule électrique sera porté par l'investissement d'une nouvelle ligne de montage d'une capacité extensible à 17 000 véhicules par an. La filière industrielle automobile est aujourd'hui la première filière exportatrice au Maroc depuis 2014. La compagnie nationale se réinvente et vise les plus hauts standards du secteur aérien. Parole du président directeur général de la Royal Air Maroc, Hamid Addou, qui affirme que c'est un véritable vent de fraîcheur et d'optimisme qui est apporté à travers ces nouveautés inspirées de la culture marocaine et africaine. Un bouquet d'innovations, voyons lequel avec le PDG du transporteur national. Écoutons-le. Nous sommes satisfaits. Parmi ces nouveautés qui veulent exprimer toute la nouvelle dynamique de la compagnie nationale, il faut d'abord signaler le lancement des nouveaux uniformes pour les équipages à bord de nos avions, les avions de Royal Air Maroc, donc les nouveaux uniformes, quasiment 20 ans après les uniformes qui étaient actuellement utilisés à bord. Donc c'est une vraie nouveauté pour nous, c'est une vraie orientation stratégique avec des uniformes qui expriment un peu plus notre marocanité, notre ancrage dans le continent africain.
parmi ces nouveautés, donc les uniformes seront lancés dès cette semaine. Parmi les nouveautés aussi, nous avons prévu un certain nombre d'initiatives, de nouveaux produits à bord. D'une part pour, je dirais, renforcer l'image de notre marque Royal Air Maroc, mais aussi afin d'apporter encore un service encore amélioré à nos clients et je dirais apporter le soutien le plus important lors du voyage pour nos passagers et nos invités à bord. Et nous enchaînons avec cette triste nouvelle. L'artiste peintre marocain Hussein Miloudi est décédé aujourd'hui à Rabat à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Né en 1949 à Essaouira, Feu Miloudi compte parmi les grands peintres marocains aux côtés d'Ahmed Charqaoui, Farid Belkahia ou encore Jilali Gharbaoui. Les œuvres du défunt ont intégré plusieurs collections prestigieuses, musées, fondations et institutions au Maroc, en Europe, aux États-Unis ou encore au Japon. Feu Miloudi a été décoré en 2004 par Sa Majesté le roi Mohammed VI du Wissam Royal Al-Kafa Al-Fikriya. Il figure dans plusieurs ouvrages sur l'art, dont la 3e édition du prestigieux ouvrage Who is Who in Graphic Design, paru à Zurich, en Suisse. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Sport cette fois-ci avec l'équipe nationale de futsal qui a battu son homologue de la Finlande en demi-finale du championnat continental de futsal. Score final 4-1. Les protégés de Hicham Gig se qualifient ainsi à la finale de ce tournoi amical. Dominant la rencontre de bout en bout, les Lions de l'Atlas ont ouvert la marque sur un but de Abdeltaïf Fati avant de relever le score grâce à Khalid Bouzine avec un jeu impressionnant alliant puissance et précision. Les hommes de Hicham Gig se sont imposés tout au long du jeu. Félicitations à nos champions. Et nous vous proposons à présent un voyage en Australie à travers l'histoire, les formes et les couleurs. Le Maroc célèbre comme il se doit l'art aborigène australien. De splendides séries de tissus traditionnels australiens 100% faits main sont exposées actuellement à Rabat. L'exposition est baptisée Jarashara, traduisez vent de la saison sèche. Et on va découvrir tout cela tout de suite en compagnie de Fouad El-Harash, Abel Melouki et Oumaima Ravli. Des tissus imprimés à la main et une série d'estampes hautes en couleurs. Les formes géométriques et les couleurs s'entremêlent pour donner vie à des pièces uniques, des créations de femmes aborigènes venues tout droit de la Maningrida au nord de l'Australie. Un hommage à leur terre ancestrale et aux récits sacrés de leur peuple. Les habitants, les aborigènes habitent l'Australie depuis 65 000 années. Alors déjà, c'est une des cultures continue et vivante de toutes les couleurs du monde. Alors voilà, et quand je contemple ces motifs avec toutes ces couleurs, je ne peux pas m'empêcher de dresser le parallèle avec les créations marocaines. Par exemple, qui sont remarquables et si fascinantes, parmi les plus fascinantes et remarquables du continent africain. Un univers bucolique et joyeux, sublimé par une artiste marocaine. Yasmine Haddadi est à l'origine de ce brassage culturel. Un caftan fait à partir d'un tissu aborigène, une pièce unique et originale qui tisse des liens de culture entre l'Australie et le Maroc. Ça m'a permis de connaître un monde nouveau, l'art aborigène, créé par des femmes. Et je suis une femme, donc je suis particulièrement sensible à ça. Et surtout, je suis hyper contente d'être le lien entre l'Australie et le Maroc grâce à mon caftan, donc le lien entre l'artisanat marocain et l'artisanat australien. Cette exposition, montrée pour la première fois en 2019 à l'ambassade d'Australie en France, est un voyage à travers les œuvres de 17 artistes aborigènes. Un message fort en faveur de la diversité culturelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.